Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 mars 2026 et notre cher ami, Hi everybody. Today is Friday, March 27th, 2026, and our dear friend, Prophet, J'ai dit professeur. he's Il est professeur aussi. Moi, je ne suis pas professeur. and you. Yeah, I Non, think we- je pense que nous avons un ambassadeur ici sur cette chaîne et vous êtes en train de devenir notre professeur en matière de relations internationales entre les pays. Mais bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. But welcome back, Ambassador. Merci. Heureux d'être avec vous, professeur. Yeah. Ambassador, let me start Oui. with what Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par ce qu'a dit Steve Witkoff. Vous savez, car au fil du temps, avec la guerre contre l'Iran, il semble que les gens aux États-Unis se demandent que se passe-t-il avec la guerre? Quels étaient les principaux objectifs de cette guerre? Et voici ce que Steve Witkoff a dit pour aider à informer les citoyens américains. In order to somehow inform people in the United States. You directed Jared and I to pursue a Vous nous avez ordonné, à Jared et à moi, de rechercher une résolution diplomatique avec l'Iran avant l'opération Fureur épique, ce que nous avons fait. Cependant, il est rapidement devenu évident, au cours de ces réunions avec l'équipe de négociation iranienne, que nous ne pouvions pas conclure un accord répondant à vos objectifs, qui étaient les suivants. Aucune activité d'enrichissement, aucune possibilité d'armement, le démantèlement de Fordow, Natanz et Ispahan, que vous comptiez détruire lors de l'opération Marteau de minuit, aucune accumulation de matière, ce qu'ils avaient ouvertement violé, la remise de tout le matériel enrichi entre nos mains, ainsi qu'une réduction de l'inventaire de missiles iraniens et de la portée de ces mêmes missiles. Tout au long de nos entretiens avec les Iraniens, nous avons entendu les déclarations suivantes. Les Iraniens ont le droit inaliénable d'enrichir. Ensuite, ils ont affirmé posséder suffisamment de matière enrichie à 60%, 460 kg, pour fabriquer 11 bombes atomiques. Enfin, ils ont déclaré ceci. Ils ne renonceraient pas par la voie diplomatique à ce que nous ne pouvions pas obtenir par la voie militaire. diplomatically what we could not win militarily. Well, that is self-explanatory. Eh bien, c'est explicite. En gros, les exigences portaient sur une reddition inconditionnelle sur le plan nucléaire. Et contrairement aux droits des Iraniens, garantis par le traité de non-prolifération d'enrichir de l'uranium, ils devaient être privés de ce droit. Pas de bombe. Pas de bombe. Tu sais, ce qui est intéressant, Nima, c'est que maintenant toute l'attention est portée sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. Mais le détroit d'Ormuz était ouvert avant que cette guerre stupide ne commence. L'Iran a en quelque sorte transformé le détroit d'Ormuz en route à péage. Donc si tu veux passer, tu payes, comme sur l'autoroute. C'était une voie rapide, maintenant c'est une route à péage. Et si je comprends bien la position iranienne, l'Iran pourrait être prêt à partager la gestion de cette route à péage avec d'autres pays. The management of that toll road with other countries. And of course, it would use the funds that it Et bien collected sûr, from that toll road. il utiliserait les fonds collectés grâce à cette route à péage pour réparer les énormes dégâts qu'il a subis à cause des bombardements américains et israéliens. A demand for Mais une demande de reddition inconditionnelle n'est pas une négociation. Ce n'est pas une proposition sérieuse de négociation. and I would say Et je dirais qu'il est intéressant de constater que M. Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président, qui ont été les principaux interlocuteurs dans ces échanges avec l'Iran, ne sont plus considérés comme des interlocuteurs acceptables par l'Iran. Pourquoi l'Iran accepterait-il de leur parler? Chaque fois qu'il le fait, cela se révèle être une tromperie suivie d'une attaque surprise. Et je pense qu'en réalité, les contorsions actuelles à Washington portent toutes les marques d'une nouvelle attaque surprise en préparation. of yet another surprise attack in preparation. Talk about negotiations that aren't happening. Vous savez, parlons de négociations qui n'ont pas lieu, repousser les échéances pour détendre la vigilance iranienne, et ainsi de suite. On peut en parler, mais je trouve que M. Witkoff a une compréhension remarquablement maladroite de ce qui est possible dans une négociation.
On ne peut pas simplement arriver et exiger que l'autre camp capitule. Et en réalité, dans cette guerre, c'est l'Iran, et non les États-Unis ou Israël, qui détient la supériorité en matière d'escalade. Autrement dit, l'Iran peut faire beaucoup plus de mal à Israël, aux États-Unis et aux Arabes du Golfe que nous ne pouvons lui en faire. C'est donc tout à fait irréaliste, et cela me laisse penser que l'administration Trump ne comprend absolument rien à la diplomatie. Ambassadeur, quelle est votre compréhension de la situation sur le champ de bataille en ce moment? Que se passe-t-il réellement? Parce que Donald Trump est intervenu lundi en disant que nous négocions en coulisses pour influencer le marché. Ensuite, nous l'avons vu parler d'un grand cadeau, d'un présent des Iraniens, qui nous offrirait quelque chose. Tout cela, vous savez, il invente des choses. Je ne sais pas pourquoi il fait cela, mais quel est, selon vous, et sur le champ de bataille? Eh bien, je pense que tout d'abord, il est parfaitement compréhensible qu'il s'adonne à des manœuvres trompeuses, qu'il invente des choses qui ne sont pas vraies. Il le fait pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, est de manipuler les marchés financiers, le marché boursier, qu'il considère comme le principal indicateur de la prospérité américaine. Et il a été plutôt efficace à cet égard. Le marché semble très crédule. Il le croit lorsqu'il affirme des choses manifestement fausses. De moins en moins, toutefois, car la volatilité du marché augmente au lieu de diminuer. La deuxième raison, selon moi, est qu'il veut montrer qu'il est aux commandes. Une troisième raison est que son propre mouvement MAGA s'est divisé et qu'il y a, parmi eux, y compris, je crois, son vice-président, ceux qui privilégient la diplomatie plutôt que le recours à la force. Il fait donc appel à des intérêts nationaux, financiers et autres. Et d'ailleurs, avant qu'il n'annonce sa prétendue suspension des bombardements sur les installations de production d'énergie iraniennes, d'énormes transactions ont eu lieu sur le marché à terme du pétrole, effectuées par une personne non identifiée, mais manifestement au courant de ce que Trump allait annoncer. Probablement Trump lui-même, c'est tout à fait possible. La corruption est donc aussi un facteur important ici. Voilà pour les motivations. Quelle est la situation sur le champ de bataille? En gros, l'Iran avait une stratégie et un plan de bataille en plusieurs phases, et il a suivi ce plan. Nous en sommes maintenant au point où l'Iran a essentiellement submergé et épuisé les capacités de défense des États-Unis et d'Israël face à ses missiles les plus avancés. Les missiles les plus avancés sortent des installations souterraines où ils étaient entreposés. Il y a des échanges de tirs. Israël et les États-Unis continuent de bombarder l'Iran, mais l'Iran bombarde Israël avec une grande intensité. Nous ne savons pas exactement à quel point, car la censure militaire israélienne est très efficace et les médias occidentaux s'y conforment. De plus, TikTok, qui était autrefois une source d'information, a été pratiquement neutralisé après avoir été racheté par le lobby sioniste aux États-Unis. Ainsi, la situation sur le champ de bataille reflète une chose. Par exemple, au cours des 5 premiers jours de cette guerre, qui dure aujourd'hui depuis 27 ou 28 jours, les États-Unis, Israël et les pays arabes du Golfe ont utilisé 800 missiles Patriot. Ce sont des intercepteurs destinés à contrer les missiles balistiques iraniens, les drones, et ainsi de suite. La production annuelle de Patriots est de 750 unités. Ainsi, en 5 jours, l'équivalent d'une année entière de production de ces missiles a été utilisé. Cela s'est poursuivi et désormais, les États-Unis récupèrent des Patriots, des THAAD et d'autres systèmes de défense antimissiles en Asie-Pacifique. Ceux qui devaient être envoyés à l'Ukraine sont très probablement détournés vers l'Asie de l'Ouest. Et cela, bien sûr, a un impact sur les plans russes,
car pourquoi lancerait-il une offensive alors qu'il leur suffit d'attendre et que l'Ukraine sera partiellement désarmée, puisque les missiles qu'elle devait recevoir via les Européens iront à Israël, aux États-Unis et à l'Asie de l'Ouest. Cette guerre inflige un terrible tribut aux Iraniens. Il y a peut-être eu 10 000 cibles attaquées en Iran, d'énormes dégâts aux bâtiments, de nombreuses personnes tuées, beaucoup de blessés, un grand nombre de déplacés. Mais l'Iran reste sur sa trajectoire. Il n'a pas dévié de son plan de bataille. Et ce plan progresse lentement vers le succès. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Nous ne le savons pas. Les États-Unis ont très ostensiblement déployé, prétendument déployé, des Marines américains dans la mer d'Arabie, ainsi que la 82e division aéroportée et des forces spéciales en Israël, en Jordanie et ailleurs. Et il existe plusieurs cibles possibles pour ces forces. Les Marines, peut-être, Abu Moussa et les îles Tund mineures, qui se trouvent dans le détroit d'Ormuz et sont disputées entre l'Iran et les Émirats arabes unis. L'Iran les a prises sous le règne du Shah. Lorsque les Émirats arabes unis sont devenus indépendants, les Britanniques sont partis et n'ont plus protégé la possession de ces îles par les Émirats. Ces îles sont donc contestées. Les attaquer avec les marines satisferait sans doute les Émirats arabes unis. Et nous avons des preuves que les Iraniens s'y attendent, car nous avons reçu des déclarations de responsables et d'autres affirmant qu'un pays voisin collabore avec les États-Unis dans le cadre d'une attaque envisagée contre des îles iraniennes. Et cela ne peut être que les Émirats arabes unis. L'Iran est donc probablement bien préparé à faire face à une invasion des marines. Avant de quitter le sujet des marines, toutefois, je dirais qu'il y a maintenant des rapports indiquant qu'ils n'ont peut-être pas, en réalité, été déployés en mer d'Arabie. Tout cela pourrait être une manœuvre de diversion. Les médias occidentaux ont rapporté des mouvements de marines, mais il se peut que les marines ne se soient pas déplacées du tout. Apparemment, certains d'entre eux sont encore au Japon, et les autres se trouvent à Diego Garcia, à environ 4000 km de l'Iran. Quoi qu'il en soit, nous ne savons pas si tout cela est réel ou une tromperie. L'autre cible majeure dont on discute est l'île de Kharg. L'île de Kharg se trouve bien sûr très haut dans le Golfe. Elle est plus proche du Koweït que des Émirats. L'Iran l'a fortifiée, a renforcé ses défenses aériennes et se prépare à une invasion. Les Israéliens veulent que les États-Unis prennent l'île de Kharg, car ils estiment que si les États-Unis la prenaient et la gardaient, cela ferait avancer leur objectif de faire s'effondrer l'État iranien en le privant de revenus essentiels. Mais vous savez, qui peut dire ce qui va se passer? Ce que je pense, c'est que Donald Trump s'est mis dans une impasse. Il s'est piégé lui-même. Il est d'un tempérament combatif, et la chose logique à faire, franchement, serait de déclarer la victoire et de partir. Mais je ne pense pas qu'il va faire ça. Je pense qu'il va attaquer, probablement dès ce week-end. Nous verrons donc ce qui se passera. Si le résultat sera une répétition de Gallipoli, d'Iwo Jima, ou quelque chose de plus facile que cela. Nous ne savons pas. La guerre est toujours un pari, et on ne sait jamais qui en sortira vainqueur dans une bataille donnée. Mais le point essentiel ici, vous avez demandé comment se déroule la guerre. Les batailles sont une chose, les guerres en sont une autre. On peut gagner toutes les batailles, comme les États-Unis l'ont fait dans toutes les guerres qu'ils ont menées depuis le Vietnam. Nous avons gagné chaque bataille au Vietnam, mais nous avons tout de même perdu la guerre. Nous avons bombardé le Nord-Vietnam aussi intensément que possible. Et cela n'a rien donné. C'est lui qui a gagné la guerre. En Afghanistan, nous avons remporté toutes les batailles contre les talibans que nous avons livrées.
mais les talibans nous ont vaincus. En Irak, nous avons également gagné toutes les batailles contre les insurgés irakiens, mais nous n'avons pas réussi à les vaincre. Donc je pense que les batailles sont une chose. Je pense qu'il y en aura une, peut-être ce week-end. Mais la guerre en est une autre, et je pense que nous sommes en train de la perdre. Les États-Unis et Israël perdent la guerre. L'Iran est en train de la gagner simplement en survivant et en infligeant à Israël plus de dégâts que jamais auparavant. D'après des sources iraniennes, l'un des généraux s'exprimant dans les médias persans a déclaré que les pertes américaines s'élèveraient à environ 6 ou 700. Et il parle de morts, pas seulement de blessés. Mais en ce qui concerne les chiffres de l'administration Trump, il existe un énorme écart entre les deux versions. S'il se déploie sur l'une de ces îles, je suppose que ces chiffres vont augmenter au-delà de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Parce que, vous savez, ils n'ont pas vraiment pu combattre en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis ou à Bahreïn. Ils ont retiré des soldats de ces États arabes. Maintenant, ils veulent se rapprocher de l'Iran. Quel est l'intérêt de cela? Y a-t-il une quelconque stratégie derrière? Non. Je pense que les guerres contemporaines, par exemple la guerre en Ukraine, sont autant des guerres de l'information que toute autre chose. Les opérations psychologiques sont très importantes. En Ukraine, les chiffres des pertes ont été totalement mal rapportés, tandis que les chiffres russes et ukrainiens sont tous deux peu fiables et exagérés à des fins d'effet. Je ne sais pas combien il y a eu de pertes américaines. Je soupçonne qu'il y en a beaucoup plus que ce que les États-Unis ont permis aux médias occidentaux de rapporter. Que ce soit 600 ou non, j'en doute. Mais, vous savez, les deux camps exagèrent ou minimisent les pertes selon ce qui sert leurs intérêts. Une attaque contre l'île de Karg, estiment de nombreux experts militaires, serait très problématique pour les États-Unis et entraînerait probablement d'énormes pertes. Mais nous ne savons pas quel est le plan américain, ni quel est le plan de résistance iranien, ni même si l'île de Karg est la cible. Alors, vous savez, certaines personnes ont suggéré Keshm, l'île au large de Bandar Abbas, ce qui à mon avis serait encore pire, franchement en termes de pertes américaines. Mais Donald Trump ne semble pas avoir une grande compréhension des affaires militaires, bien qu'il ait fréquenté une académie militaire au lycée. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que la préoccupation américaine en ce moment n'est pas les pertes. Cela pourrait changer très rapidement. Mais pour l'instant, l'inquiétude porte sur le prix de l'essence à la pompe, la perspective d'inflation, le chaos à Washington et l'impasse dans la politique américaine, qui pourrait être en voie de résolution partielle, avec le Sénat ayant adopté un projet de loi pour rétablir le financement d'une grande partie, sinon de la totalité, du département de la sécurité intérieure. En nous japtens que nous savons tout simplement smom. Encore une fois, vous savez, aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. C'est une expression éculée, mais elle est vraie. Voici ce que J.D. Vance a dit hier. Il parlait littéralement de l'Iran utilisant des gilets nucléaires sur des personnes pour faire exploser un endroit aux États-Unis. Je ne comprends pas vraiment la façon dont il en parle. Ce qui est étrange, c'est que J.D. Vance aille aussi loin pour convaincre les gens. Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de s'opposer à l'Iran? Je pense qu'il est important que le peuple américain sache des options pourquoi. Ce sont des options pour garantir que l'Iran ne possède jamais d'armes nucléaires. Vous parlez de personnes qui entrent dans un supermarché bondé en portant une ceinture explosive, qui la font exploser et tuent quelques personnes. C'est une terrible tragédie.
Mais que se passe-t-il lorsque ce qu'il y a sur la ceinture n'est pas quelque chose qui peut tuer quelques personnes, mais qui peut en tuer des dizaines de milliers? C'est l'objectif le plus important de la sécurité nationale américaine, pour n'importe quelle administration, à n'importe quel moment. Vous ne voulez pas que les pires individus au monde possèdent une arme nucléaire. C'est pour cela que le président agit ainsi. C'est pour cela que le président accorde autant d'importance à cette question en particulier. I'd make a couple of comments. One is that this Je ferai quelques remarques. La première, c'est qu'on ressort ici le vieux croque-mitaine du terrorisme, les kamikazes et ainsi de suite. Il existe d'ailleurs une corrélation parfaite à 100% entre l'occupation étrangère d'un pays et les attentats suicides. C'est là que cela se produit. Maintenant, il y a aux États-Unis des personnes profondément bouleversées, qui ont des proches tués en Palestine, en Iran, au Liban et ailleurs. Et il est tout à fait possible qu'elles commettent des actes de terrorisme par vengeance. Mais c'est un problème que l'on peut maîtriser. L'idée d'une attaque nucléaire venant de l'Iran est en réalité assez absurde, car l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. L'Iran pourrait très bien en construire une. because Iran doesn't have a nuclear weapon. Iran may very well build a nuclear weapon. In fact, I think the result of the war. En réalité, je pense que le résultat de la guerre est qu'il est désormais certain que l'Iran construira une arme nucléaire. Et si l'Iran fabrique des armes nucléaires, Steve Witkoff a dit qu'il pourrait produire 11 ogives, alors l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte deviendront toutes des puissances nucléaires. L'Irak le deviendra probablement aussi. Nous assisterons ensuite à une nouvelle prolifération, la Corée du Sud rejoignant la Corée du Nord dans la course au nucléaire et le Japon levant peut-être son interdiction de produire des armes nucléaires. Ainsi, tout l'objectif de cette guerre, s'il s'agissait d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, a été complètement inversé. L'effet de la guerre a été de rendre inévitables les armes nucléaires iraniennes. C'est donc absurde. So this is nonsense. I understand why Vice President Vance might make. Je comprends pourquoi le vice-président Vance pourrait avancer cet argument. Il est manifestement très mal à l'aise avec cette guerre. C'est un partisan de la retenue dans les conflits étrangers, et le voilà, vice-président. Il doit soutenir loyalement le président, et par conséquent, il doit défendre cette guerre, ce qui, à mon avis, a dû lui être assez pénible. Et vous savez, les responsables gouvernementaux, s'ils ne sont pas le dirigeant suprême, n'ont pas la liberté de défendre leur propre position politique. Ils sont censés défendre la position officielle. C'est exactement ce que le vice-président Vance vient de faire. Mais je pense, pour ma part, qu'il ne l'a pas fait très efficacement pour quiconque connaît les faits. To my mind, not very effectively for anyone who knows the facts. The new assessments in Iran show that more than 80% of Les nouvelles évaluations en Iran montrent que plus de 80% des Iraniens estiment devoir rester engagés dans ce combat contre les États-Unis. Et plus de 89% pensent que le détroit d'Ormuz doit rester sous contrôle iranien. Le détroit d'Ormuz devient littéralement un nouveau front pour les Iraniens, car ils considèrent cela comme, eh bien, ce n'est pas seulement une nouvelle question dans la manière dont l'Iran perçoit le détroit d'Ormuz. Cela fait, je dirais, 20 ans que le sujet revient dans les médias iraniens. Ils en ont souvent débattu, se demandant pourquoi nous laissons ces gens utiliser le détroit d'Ormuz alors que nous subissons d'énormes sanctions de la part des États-Unis. Quel en est l'intérêt? Mais aujourd'hui, tout est en train de changer. Comment voyez-vous la direction que prendra l'Iran dans la guerre, compte tenu du détroit d'Ormuz et des États arabes? Eh bien, vous savez, c'est une question très difficile à laquelle répondre, car bien sûr, l'Iran ne peut pas décider unilatéralement de tout ce qui concerne le détroit d'Ormuz ou le golfe Persique. Juste pour mentionner, désolé de vous interrompre, monsieur l'ambassadeur, en Iran, ils disent que ce sera entre l'Iran et Oman, pas avec d'autres pays. L'Iran et Oman géreront le détroit d'Ormuz.
blockade the Strait of Hormuz? Well, that's yes. No, I think. Eh bien, oui. Non. Je pense, comme je l'ai dit, que j'entends des déclarations de responsables iraniens selon lesquelles il faudrait établir un nouveau statut juridique pour le détroit d'Ormuz. Il ne doit pas nécessairement être exclusivement iranien. Il pourrait être partagé avec d'autres pays. Je suppose qu'Oman est en fait le principal concerné dans ce cas. Mais le point que je voulais soulever était bien d'abord, laissez-moi revenir au sujet de la guerre psychologique et de la désinformation. Il y a environ 2 semaines, Donald Trump a affirmé que 90% des lanceurs de missiles iraniens avaient été détruits. Plus récemment, il a dit que 82% avaient été détruits. C'est donc un signe qu'il invente des chiffres sans aucun fondement. L'Iran a déclaré qu'il répondrait à une attaque des États-Unis, du type dont nous parlions il y a quelques instants, en redoublant ses propres attaques, notamment contre les Émirats arabes unis, car il estime que ces derniers collaborent directement avec les États-Unis. Mais il a également désigné d'autres pays. Apparemment, l'Arabie saoudite a ouvert la base aérienne de Taïf, une base du roi Khalid, aux bombardiers américains. Par conséquent, les Arabes du Golfe se trouvent dans une position très difficile. Les États-Unis ne peuvent pas clairement les défendre. Ils ne semblent pas leur accorder la priorité. Ils donnent la priorité à Israël. Leur propre opinion publique ne leur permettra pas de se joindre au combat aux côtés d'Israël, en raison de sa haine envers Israël et de ce qu'Israël a fait aux Palestiniens. Les Arabes du Golfe espèrent. Je pense qu'il se passe 2 choses là-bas. D'une part, il y a un désir immédiat de vengeance, parce qu'ils sont blessés par l'Iran et veulent riposter. D'autre part, ils n'en ont pas les moyens, alors ils comptent sur les États-Unis pour le faire. Et ensuite, ils se bercent de l'illusion que l'Iran pourrait être neutralisé et qu'après la guerre, il serait à l'abri de toute pression iranienne. Mais l'Iran ne peut pas être neutralisé. On ne peut pas le déplacer. Il est là, géographiquement, et il y est depuis 2500 ans. Il ne disparaîtra pas. Donc, une fois la guerre terminée, ils devront affronter la réalité. La seule manière de réduire la menace iranienne, c'est par la diplomatie. Ils doivent priver l'Iran de toute raison de les attaquer. Cela signifie qu'ils doivent rechercher un rapprochement avec l'Iran. C'est très difficile sur le plan émotionnel, car le sentiment anti-iranien atteint actuellement un point culminant dans les pays arabes du Golfe. Ils se trouvent donc dans une position délicate. Et au milieu de tout cela, l'Iran a déclaré « Si les États-Unis attaquent nos installations énergétiques, l'île de Farsi étant l'une des principales, nous détruirons les installations de production des Arabes du Golfe. Nous pourrions même viser les usines de dessalement. Ce sont des pays qui ne peuvent pas survivre sans dessalement. Il n'y a pas un seul fleuve en Arabie saoudite qui dépend à environ 70% de l'eau dessalée provenant du Golfe Persique et de la mer Rouge. Le Koweït dépend à environ 90% du dessalement. Les autres le sont moins, peut-être les Émirats arabes unis, autour de 40%. Mais l'Iran a la capacité de détruire ces sociétés, de leur faire ce qu'Israël propose de faire à l'Iran, provoquer l'effondrement de l'État. Et dangereusement, nous semblons nous diriger dans cette direction. Pendant ce temps, les installations industrielles de l'Iran, qui construisent et stockent des missiles profondément sous terre, semblent essentiellement invulnérables aux bombardements américains. Et l'on entend désormais, dans certains milieux, des propos inconsidérés sur l'éventualité d'utiliser une arme nucléaire pour détruire ces installations. Ce serait un seuil que le monde ne peut pas tolérer de voir franchi. C'est donc une guerre insensée. Les choses se passent mal pour ceux qui ont déclenché le conflit, à savoir Israël et les États-Unis. L'Iran tient bon malgré des dégâts considérables.
Mais, comme vous l'avez souligné, la population iranienne semble soutenir la guerre à un niveau comparable à celui d'Israël. L'opinion publique américaine, en revanche, n'est pas favorable à cette guerre, bien au contraire. Ainsi, la partie la plus faible dans ce rapport de force, celle qui pourrait céder la première, ce sont les États-Unis. Donald Trump cherche un moyen de s'en sortir. Une sorte de grande victoire militaire, vous savez, sur l'île de Karg ou quelque chose du genre, qui lui permettrait de proclamer la victoire et de se retirer. Les Israéliens sont très inquiets à ce sujet, car comme l'Iran, ils ne veulent pas de cessez-le-feu. Because like Iran, they don't want a ceasefire. They don't want this war to end without the destruction. Ils ne veulent pas que cette guerre se termine sans la destruction de l'autre camp. L'Iran veut détruire Israël maintenant, et Israël veut détruire l'Iran. Aucun des deux ne semble prêt à être satisfait tant que cela n'aura pas eu lieu. Je conclurai simplement en disant que dans la mesure où cette guerre visait à faire s'effondrer l'État iranien ou à changer le régime en Iran, il est tout aussi probable qu'Israël s'effondre, ou qu'il y ait un changement de régime en Israël, que cela se produise en Iran. Nous ne savons pas comment cette guerre va se terminer, mais rien n'indique qu'elle prendra fin dans quelques semaines, comme Donald Trump le souhaiterait. In a few weeks, as Donald Trump would prefer. Israel, before the war started, they were thinking Avant le début de la guerre, Israël pensait avoir neutralisé le Hezbollah au Liban. in Lebanon. En ce moment, il me semble qu'il se concentre surtout sur le Hezbollah. Vous savez, même si les États-Unis affrontent l'Iran, Israël se concentre principalement sur le Hezbollah et ils subissent des pertes importantes. Et en ce qui concerne les chars et l'équipement, ils ne savent tout simplement pas comment s'y prendre. Je veux dire, je parle de pertes importantes. Non pas en termes de chiffres, mais parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de combat. Ils ont bombardé et tué des gens à Gaza sans faire face à une véritable force qui riposte. Maintenant, le Hezbollah s'avère être quelque chose de très différent de ce qu'ils avaient prévu. Different from what they were thinking of before. Well, I think you're absolutely right. Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison. Le Hezbollah est la seule armée arabe à avoir jamais vaincu Israël, et il l'a fait à plusieurs reprises. Il se bat avec acharnement alors qu'Israël avance au Liban. Israël a mobilisé 400 000 réservistes. Je ne sais pas combien d'entre eux se présenteront réellement, car les réservistes israéliens sont plutôt épuisés. Mais je ne pense pas que vous ayez raison de dire qu'il s'agit pour Israël de désarmer le Hezbollah. Il s'agit d'annexer le sud du Liban, de prendre tout ce qui se trouve au sud du fleuve Litani et d'en faire une partie d'Israël destinée à être colonisée par des Juifs israéliens. C'est une aspiration des Israéliens qui remonte à 1918. David Ben-Gurion, le dirigeant fondateur d'Israël, a écrit cette année-là un article décrivant le sud du Liban comme une partie naturelle de l'État palestinien d'Israël qu'il proposait de créer. C'est donc un vieux rêve. Nous entendons aujourd'hui à la Knesset de nombreux arguments en sa faveur. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances fasciste et fanatique, a déclaré que tel devait être l'objectif d'Israël au Liban. Expulser tous les Libanais du sud du pays, établir d'abord une zone de tir libre comme à Gaza, puis coloniser la région et l'intégrer à Israël. Et d'ailleurs, pendant que nous parlons, certaines personnes sont conscientes de ce qui se passe au Liban. Des horreurs tout aussi graves se produisent en Cisjordanie. Des pogroms, des meurtres, des maisons incendiées, des voitures réduites en cendres, des gens expulsés de leurs fermes et de leurs foyers, et une campagne très intense de nettoyage ethnique en cours. Israël profite donc de cette guerre. Netanyahou est ravi d'avoir enfin réussi à convaincre un président des États-Unis de faire le sale travail d'Israël à sa place. Et il en profite pour tenter d'étendre les frontières d'Israël conformément au projet du Grand Israël, qui vise à placer tout le territoire allant de l'Euphrate au Nil sous contrôle israélien.
Je ne pense donc pas que ce soit possible. Je pense qu'Israël a commis une erreur très imprudente. Je plains les Israéliens d'avoir la direction qu'ils ont et d'avoir été entraînés dans une guerre qui, à mon avis, s'avérera probablement un désastre pour Israël plutôt qu'un triomphe. J'ajouterai un dernier point à propos du Hezbollah. Israël s'était convaincu d'avoir anéanti le Hezbollah. De toute évidence, le Hezbollah s'est reconstruit. C'est une force de défense redoutable pour les Libanais, et en réalité, c'est la seule défense dont le Liban dispose. Il ne va donc pas abandonner. Et l'Iran a désormais énoncé, parmi ses conditions pour mettre fin à cette guerre, que les attaques contre le Liban cessent, qu'Israël reconnaisse l'intégrité territoriale du Liban et agisse en conséquence. Les exigences de l'Iran sont assez constantes. L'allègement des sanctions. Ils y sont effectivement parvenus, car les États-Unis ont levé les sanctions sur les exportations de pétrole iranien par crainte d'une hausse des prix mondiaux du pétrole. Nous avons également levé certaines sanctions contre la Russie. À noter que l'Inde a acheté ce mois-ci 2 fois plus de pétrole russe qu'au cours des mois précédents. Les Russes s'en sortent très bien financièrement grâce à cela. Les autres conditions de l'Iran consistent à établir une dissuasion efficace contre de nouvelles attaques israéliennes, à mettre fin aux assassinats d'officiels iraniens par Israël, à rétablir et reconnaître les droits de l'Iran au titre du traité de non-prolifération pour l'enrichissement de l'uranium et à retirer les bases américaines du Golfe Persique. Ce sont des objectifs très ambitieux. Je ne pense pas qu'ils soient entièrement irréalisables. Nous verrons bien. Mardi ou mercredi, j'ai parlé avec Laith Marouf, un journaliste à Beyrouth, au Liban. Il a mentionné que les Iraniens frappaient des positions israéliennes dans le sud du Liban. Vous savez, ils rassemblent leurs forces et attaquent des cibles là-bas. La guerre dépasse les frontières d'Israël, elle s'étend au sud du Liban, et on observe une certaine forme de coopération entre les deux camps, l'Iran et le Liban, qui travaillent ensemble. Eh bien, le Hezbollah a en réalité tiré des drones et des missiles jusqu'à Tel Aviv et mène une campagne de bombardement assez efficace dans le nord d'Israël. Je ne suis pas surpris que l'Iran soutienne cela à distance, c'est-à-dire en ciblant les concentrations de troupes israéliennes. Parce que, vous savez, le Hezbollah a été largement privé de ses lignes d'approvisionnement vers l'Iran à cause de l'effondrement de la Syrie, ce qui signifie que l'Iran ne peut plus fournir au Hezbollah ce dont il aurait besoin pour intensifier ses attaques contre Israël. Mais il peut tirer des missiles depuis l'Iran et frapper des cibles au Liban ou dans le nord d'Israël. Quoi qu'il en soit, je reviens au fait que c'est une guerre extrêmement importante. Nous ne savons vraiment pas combien de pertes Israël subit, l'ampleur des dégâts, ni combien de personnes sont tuées. Ce que nous savons, c'est que l'Iran est désormais capable de faire passer des missiles à travers les 3 couches de défense antimissiles israéliennes, Arrow, Fronde de David et Dôme de fer, et qu'il a réussi à frapper juste à côté du réacteur nucléaire de Dimona. Cela montre clairement que s'il décidait d'attaquer le réacteur, il en aurait la capacité. Si le réacteur était touché, de nombreuses estimations suggèrent qu'un nuage de gaz radioactif affecterait une grande partie d'Israël et même l'Égypte. Espérons donc que cela n'arrive pas. Si l'Iran attaquait le réacteur, je pense qu'Israël serait très tenté de riposter par une frappe nucléaire contre l'Iran. Et l'Iran ne possède pas encore d'armes nucléaires. C'est donc une situation extrêmement dangereuse, avec toutes sortes d'implications. Les effets sont désormais mondiaux, car il s'avère que les États arabes du Golfe ne sont pas seulement des sources de pétrole et de gaz, ils sont aussi des fournisseurs d'engrais, d'intrants plastiques pour la fabrication, de soufre,
d'hélium et d'un large éventail de matériaux industriels et agricoles. Et bien sûr, c'est la saison des semis dans l'hémisphère nord. Il y aura des pertes de récolte en raison du manque d'engrais et une crise alimentaire se profile plus tard cette année. And a food crisis coming down later this year. The implications. Ainsi, les conséquences sont une prolifération accrue des armes nucléaires, une récession mondiale et un déclin de la production industrielle. Je pense que nous commençons à observer une réaction sur les marchés financiers avec la dégradation des prix des obligations et des actions en réponse à la montée du risque. Et l'impact politique sera considérable. Vous savez, les Européens vont manquer de carburant d'ici environ 2 semaines. L'Inde est déjà à court de gaz de cuisson en raison de l'obstruction du gaz qatari dans le détroit d'Ormuz. Cela a des répercussions mondiales étendues et je pense que l'Iran a pris tout cela en compte lorsqu'il s'y est préparé. And I think Iran calculated all of those when it prepared for this. Donald Trump is desperately asking European Donald Trump implore désespérément les Européens. Il a déclaré hier que l'OTAN ne nous aide pas avec le détroit d'Ormuz et que c'est pour cette raison que nous n'allons pas les aider dans le cas de l'Ukraine. Mais il y a eu une interview d'un général français, c'était en français, qui a expliqué qu'il y a quelques mois, la France, avec les États-Unis, avait simulé une attaque sur le détroit d'Ormuz. Comment le capturer? Comment le tenir? Et toutes les simulations ont conduit à la destruction totale de la marine, selon leur évaluation. Et il a ajouté que toutes les informations dont nous disposons montrent que les États-Unis sous-estiment fondamentalement l'Iran sur le plan militaire, tant en matière de renseignement que de puissance dans cette région. Et cela reste vrai sous l'administration Trump. And this continues to be the case with the Trump administration. Well, the French have a base in the UAE, a naval. Eh bien, les Français ont une base aux Émirats arabes unis, une présence navale, donc il est tout à fait plausible qu'ils aient mené une telle simulation. Je pense qu'il n'est pas surprenant que le résultat probable d'une tentative de prise du détroit d'Ormuz et de son contrôle depuis l'étranger soit un désastre. Et vous savez, je vais répéter quelque chose qui me semble assez évident. Le Yémen et Sanaa, les Houthis, ont en quelque sorte été les pionniers d'un blocus maritime depuis la terre. Ils ont bloqué le Bab el-Mandeb et la mer Rouge depuis la terre. La marine yéménite est une force très modeste, donc les États-Unis affirment que nous avons coulé presque toute la marine iranienne. Et alors, l'Iran dispose d'artillerie et de missiles installés sur la rive nord du détroit d'Ormuz, avec lesquels il peut contrôler le détroit. Et je peux, vous savez, je dirais soyons clairs. I would say, let us be clear. Iran has not closed the Strait of Hormuz. It has closed. L'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. Il l'a fermé à ses ennemis. Il l'a ouvert à la Chine, à l'Inde, au Japon, à la Turquie, à la Russie, à ses propres navires. Ils y passent. Ainsi, le seul résultat de cette guerre a été de priver l'OTAN et l'Europe de l'accès aux ressources du Golfe Persique. Une remarque sur l'OTAN. Le président Trump ne comprend manifestement pas que l'OTAN a été créée et demeure, aux yeux des Européens, une alliance défensive destinée à maintenir l'ordre en Europe. Ce n'est pas une réserve de forces auxiliaires à déployer lors d'expéditions militaires américaines à l'étranger, l'Afghanistan nonobstant. L'OTAN s'est effectivement déployée en Afghanistan, mais elle n'est pas, aux yeux des Européens, une alliance offensive. Elle l'est, de toute évidence, aux yeux des États-Unis. In the eyes of the Europeans. It is in the eyes of the United States, evidently. I'm not surprised that Europeans and Japanese and others. Je ne suis pas surpris que les Européens, les Japonais, les Sud-Coréens et d'autres, ainsi que, bien sûr, les Chinois, qui ont trouvé très amusant qu'on leur demande d'envoyer leur marine aider la marine américaine à ouvrir le détroit d'Ormuz, aient tous refusé. Some Europeans Je sais que certains Européens, notamment l'Espagne, semblent envisager sérieusement de quitter l'OTAN et d'expulser les bases américaines actuellement présentes sur leur territoire. L'Espagne a interdit l'utilisation de ces bases pour soutenir la projection de puissance américaine vers le Golfe Persique. En conséquence, les États-Unis comptent principalement sur la France et le Royaume-Uni.
Cela signifie que, tandis que les Français auraient tenté de parvenir à un accord avec l'Iran pour permettre à leurs navires de traverser le détroit, il est très peu probable qu'ils y parviennent, car l'Iran les considère naturellement comme faisant partie de la coalition qui l'attaque. As part of the coalition attacking them. Hier, nous avons eu une discussion avec l'ambassadeur Chas Freeman et le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi. Grossi a déclaré qu'aucune guerre ne peut détruire la capacité nucléaire de l'Iran, à moins qu'il ne s'agisse d'une guerre nucléaire. Et voici ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dis que nous devons encore trouver un cadre convenu qui nous offrira la prévisibilité nécessaire et une compréhension claire de leur situation actuelle et de leurs objectifs. Parce que cette guerre ne détruira pas les ambitions ni les capacités nucléaires de l'Iran. Je dirais que toute guerre, n'importe quelle guerre, à moins qu'il ne s'agisse d'une guerre nucléaire, où l'on viserait une destruction d'une ampleur inconcevable, ce que nous espérons, bien sûr, ne jamais voir arriver. Le ministère iranien des Affaires étrangères a lancé un avertissement, affirmant que les déclarations de Grossi n'avaient pas été constructives et avaient aggravé la situation. Bien sûr, il essaie de réagir de manière diplomatique à ce qui s'est passé. Mais en Iran, on dit qu'il est un agent du Mossad et de la CIA. En gros, c'est pour cela qu'il pense qu'il dit ce qu'il dit. Eh bien, la relation entre l'AIEA et l'Iran a été très tendue, car les Iraniens estiment que nombre des assassinats israéliens commis pendant la guerre de 12 jours de juin 2025 reposaient sur des renseignements fournis à Israël par l'AIEA, soit délibérément, soit par inadvertance. Je dirais toutefois que ce que dit Grossi est exact. Le programme nucléaire iranien ne peut être détruit que de deux manières, soit par la voie diplomatique, comme ce fut le cas avec le plan d'action global commun, l'accord nucléaire de 2015, soit par une attaque nucléaire, car l'Iran a construit des installations profondément enfouies sous terre, protégées par d'épaisses couches de granit et d'autres roches, inaccessibles à tout autre type d'arme qu'une arme nucléaire. Mais je ne dirais pas que Grossi prônait du tout l'utilisation d'une arme nucléaire contre l'Iran. Je pense qu'il essayait de faire un autre point. La diplomatie est en réalité la seule alternative. Si l'on veut mettre fin au programme nucléaire iranien ou le contrôler de manière plus raisonnable, la diplomatie plutôt qu'une attaque nucléaire est la seule voie possible. Donc je pense qu'il a raison sur ce point. Il semble que Donald Trump se rende en Chine à la mi-mai. Et d'après ce que nous avons appris de son administration, il souhaite mettre fin à la guerre avant cette date. Personne ne pense que cela arrivera. Quelle est votre compréhension de la situation? Je n'ai vu aucune confirmation de ces dates de la part de Pékin. Je pense qu'elles ont été avancées par Donald Trump, en quelque sorte pour dire à Pékin, si je peux mettre fin à la guerre, je serai là. Mais je ne pense pas qu'il y parviendra. En fait, j'ai remarqué qu'en interne, l'administration aurait apparemment évoqué la poursuite de la guerre jusqu'en septembre. Vous savez, il est clair que certaines personnes au sein de l'administration comprennent qu'une guerre ne se termine pas simplement parce qu'un camp décide qu'elle devrait se terminer. Et bien sûr, dans ce cas, il n'y a pas qu'un seul camp. Il y a Israël, qui ne veut pas encore que la guerre se termine, et l'Iran, qui ne veut pas non plus qu'elle se termine. Israël et l'Iran ont des objectifs très clairs et contradictoires. Ils vont poursuivre ces objectifs, quoi qu'en fassent ou disent les États-Unis. Mais vous savez, je crois, comme je l'ai dit plus tôt,
que le soutien populaire en Israël et en Iran à la guerre est très élevé. Le soutien populaire aux États-Unis, en revanche, est très très faible. La popularité de Donald Trump décline à cause de cette guerre. Il en subit un préjudice politique. Par conséquent, la probabilité qu'il trouve un moyen de se retirer de la guerre augmente. Je ne pense pas que cela se produira d'ici ces dates, toutefois, vu la tournure des événements. Je sais que la production iranienne de missiles avancés, le Khorramshahr 4 par exemple, semble augmenter et non diminuer. Alors, quand l'Iran manquera-t-il de munitions? Je pense que ce sera bien après que les États-Unis et Israël auront agi. Monsieur l'ambassadeur, ce que vous venez de mentionner est une question essentielle aux États-Unis. Beaucoup de gens se demandent « Pourquoi faisons-nous cela à nouveau au Moyen-Orient ?» L'un d'eux est Joe Kent, le directeur de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis. Il a récemment accordé une interview dans laquelle il a parlé de la politique américaine au Moyen-Orient et a suggéré qu'Israël dirigeait tout là-bas. Voici ce qu'il a déclaré. Cela forme, ce croissant, ce pont terrestre, les approvisionnements iraniens arrivant directement dans l'arrière-cour d'Israël. Alors les Israéliens, à la fin de la guerre d'Irak, se sont dit « Non, non, cela ne va pas du tout fonctionner. Il faut démanteler tout ça. Il faut faire la guerre en Syrie. Il faut renverser Assad. » Le printemps arabe a eu lieu. Il y avait une certaine énergie populaire, je pense que c'était en partie organique. Mais ensuite, très vite, nous sommes intervenus en disant « Nous allons collaborer avec les Israéliens, mais nous devons aussi travailler intensément avec la population sunnite sur le terrain en Syrie pour créer un soulèvement. » Et c'est de là qu'est né l'État islamique. Nous avons travaillé directement avec Al-Qaïda. Les courriels d'Hillary Clinton le confirment. ISIS came from. We worked directly with Al-Qaeda. Hillary Clinton's emails confirm this. The operations that we were doing to support the so-called. Les opérations que nous menions pour soutenir la soi-disant armée syrienne libre, il y avait bien quelques modérés, mais les combattants les plus efficaces, au début, étaient Al-Qaïda, puis finalement l'État islamique. Évidemment, l'État islamique est devenu incontrôlable. Ils ont commencé à planifier des attaques en Europe, puis en Amérique. Ils ont pris le contrôle de vastes régions de l'Irak. Nous avons donc dû revenir pour éteindre, une fois de plus, l'incendie que nous avions allumé et combattre l'État islamique. C'est là que j'ai perdu ma défunte épouse. Mais Israël a été le facteur déterminant dans tout cela. Nous avons renversé Saddam, qui était un homme fort opposé à Israël, puis nous avons dû intervenir pour éliminer Assad, lui aussi un homme fort contre Israël. Et maintenant, voici la troisième phase. Nous passons à l'Iran pour renverser ce gouvernement fort au profit d'Israël. Qui avons-nous mis à la tête de la Syrie? Ah, on a confié tout ça? Eh bien, encore une fois, on a tellement tout fichu en l'air qu'on l'a remis à un chef d'Al-Qaïda, bordel. Oui. Il faisait partie de l'État islamique au début. Enfin, en réalité, il appartenait à Al-Qaïda en Irak, combattant contre nous. Nous l'avions emprisonné, il a rejoint l'État islamique, s'en est séparé et a été choisi personnellement par le bras droit de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, pour diriger le Front al-Nosra. Ensuite, ils ont changé de nom, et c'est la principale façon de tromper les Américains. Les djihadistes n'ont qu'à enfiler un costume, engager une bonne agence de relations publiques, et appareiller, nous croyons tout ce qu'ils disent. Il existe des vidéos de ce type tenant les têtes des personnes qu'il a décapitées. Oui, c'est un voyou. Il serre la main du président Trump. Ouais, un conseil horrible. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'était un dialogue intéressant. Je l'ai regardé avant sa diffusion. Chas Freeman est remarquablement articulé et tout à fait juste sur ce qui motive cette mésaventure. L'intervieweur est lui-même un ancien officier des forces spéciales.
Tous deux sont des militaristes, mais cela ne les empêche pas de comprendre le caractère contre-productif de ce que nous faisons. Donc je suis d'accord avec toi. C'est une évolution intéressante. Et Joe Kane, bien sûr, rejoint Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson et d'autres, membres du mouvement MAGA, sympathisants du président Trump, dans leur critique des politiques de l'administration jugées subordonnées à Israël. Je pense que l'entretien lui-même, la seule chose qui m'a vraiment surpris, que Joe Kent a dite, c'est qu'il a qualifié Stephen Witkoff de diplomate talentueux. Stephen Witkoff est un diplomate incompétent. Ce n'est pas du tout un diplomate. C'est un négociant en immobilier. Et il ne comprend manifestement pas comment nous traitons avec l'Iran ou les Russes. Mais à part cela, je pense que ceux qui ont accès à l'entretien trouveront intéressant de le regarder dans son intégralité. Avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, voici ce que Donald Trump a déclaré lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis allaient quitter le Moyen-Orient, quitter les États arabes. Il parlait essentiellement des bases américaines dans ces pays. Voici ce qu'il a répondu. Certains rapports indiquent que les alliés du Golfe s'inquiètent de mettre fin à la guerre trop tôt, ce qui pourrait potentiellement renforcer l'Iran. Eh bien, ils aimeraient probablement que nous restions. Mais si nous ne restons pas, écoutez, la chose formidable avec les avions qui volent à 3200 km à l'heure, c'est qu'on peut y retourner très vite. Si nous ne restons pas, nous continuerons quand même à les protéger. Nous savons qu'ils ont été très bons, et le Qatar, l'Arabie saoudite en particulier. Eh bien, je trouve cela intéressant. Mon propre avis, comme je l'ai déjà dit, est qu'une fois cette guerre terminée, une réflexion plus posée conduira au retrait de ces bases. D'ailleurs, elles sont actuellement totalement inhabitables. L'Iran les a apparemment détruites à un point tel que leur personnel a dû être dispersé dans des hôtels. Ils ne peuvent pas rester sur la base, ni y travailler. Les bases ont donc été rendues pratiquement inutilisables, et il ne serait pas difficile de les fermer. Je trouve intéressante l'affirmation selon laquelle, bien sûr, nous pourrions y retourner rapidement. C'est vrai. En fait, la politique américaine traditionnelle voulait que nous n'ayons pas de force permanente dans la région. Cela a changé à la suite de la tentative de l'Irak d'annexer le Koweït, la première guerre du Golfe. Le plan, encore une fois, était de partir. Et je sais, en tant qu'ambassadeur en Arabie saoudite, qu'au moins 13 fois, nous avons assuré aux Saoudiens que nous partirions une fois la guerre terminée. Mais nous ne l'avons pas fait. Et nous ne l'avons pas fait non plus à cause d'Israël, car Israël voulait quelque chose appelé double endiguement, c'est-à-dire l'endiguement à la fois de l'Iran et de l'Irak, plutôt que de compter sur un équilibre des puissances et une capacité de retour à distance pour gérer la sécurité dans le Golfe. Ce que nous voyons aujourd'hui est la conséquence du fait que les États-Unis ne sont pas partis comme ils l'avaient promis. Vous savez, cela fait longtemps. Nous sommes là depuis longtemps. La guerre du Golfe, c'était de 1990 à 1991. Nous sommes en 2026. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris de vous, comme toujours. Eh bien, merci Nima Al-Khorshid pour ce que vous faites et continuez ainsi. Merci.